Bonjour, donc nouvelle vidéo sur l'introduction sur le chapitre fréquentiel, avec cette fois la vérification des lois de l'électricité et plus précisément la justification de la forme complexe des grandeurs électriques. Pourquoi on utilise les formes complexes dans ce cadre-là. Donc là nous avons, pour illustrer le propos, j'ai choisi d'utiliser, de vérifier la loi des nœuds. Il faut savoir que c'est exactement le même raisonnement si j'étais parti sur la loi des mailles. D'accord, il n'y a pas de différence. Donc on prend la loi des nœuds ici, et on va réécrire cette loi. Loi des nœuds dit somme des courants rentrants égale somme des courants sortants. Ici, pour ce cas de figure, nous avons I de t qui est égal à I1 de t plus I2 de t. I1 de t, I2 de t, ce sont des ondes sinus qui évoluent à la même fréquence, mais qui ont donc des valeurs maximum qui sont différentes. On a I1 max qui est égal à 40 mA, I2 max qui est égal à 20 mA, et puis on a phi I1, l'angle à l'origine pour I1 qui est égal à moins pi sur 4, et phi I2 qui est égal à pi sur 3. Voilà, ça, ce sont les paramètres des deux expressions temporelles. Donc ça, on a le droit de l'écrire, il n'y a aucun doute, hein, ça marche très très bien. I1 I de t égale I1 de t plus I2 de t. À tout instant, les valeurs des courants s'additionnent et me donnent donc I de t. La question, c'est est-ce que j'ai le droit de faire comme en courant continu, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de dire que I max est égal à I1 max plus I2 max. La question est posée. Alors pour ça, je vous propose de basculer sur le logiciel de GeoGebra, de tracé mathématique, et on peut voir, quand on regarde ce tracé, qu'il y a quelque chose qui cloche. Effectivement, alors en rouge, on a I2 de t qui est ici, d'accord, dont les paramètres sont l'angle à l'origine pi sur 3, la valeur max donc 20 milli, I1 en vert ici, vous voyez là, qui vaut pareil 40 mA plus avec moins pi sur 4 d'angle à l'origine, et en bleu ici, vous avez donc I de t. Donc ici, on a bien une somme de grandeur instantanée. Le logiciel calcule pour chaque temps, en fait, il va déterminer I1, I2, puis faire la somme. Et on remarque que la valeur max de courant de I de t ne correspond pas à la somme des valeurs max des deux autres courants. J'ai 40 milli, j'ai 20 milli, on aurait pu croire qu'on atteindrait 60 milli. Et ce n'est pas du tout le cas. On a 40 milliampères. Donc avec les déphasages qu'on utilise ici, ça ne marche pas. Et c'est principalement la raison. Donc ça veut dire que, certes, il faut utiliser les valeurs max, mais il faut aussi exploiter les arguments, puisque les arguments, enfin les angles à l'origine, ont une influence sur la valeur. Imaginons que les deux courants soient parfaitement en phase, c'est-à-dire qu'ils ont exactement le même angle à l'origine. Donc on va mettre, mettons, pi sur 3 ici pour phi 1. Je vais mettre un plus devant. Voilà. Alors maintenant, on voit que les deux ondes de courant sont en phase, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage l'une par rapport à l'autre. Et là, en revanche, comme on est toujours en somme de valeurs instantanées, les deux max sont parfaitement alignés, ils peuvent s'additionner, et donc on obtient bien ici, par contre, une valeur max correspondant au courant I de t. On remarque aussi que l'angle à l'origine de I de t correspond à l'angle à l'origine des deux autres courants, ce qui est tout à fait logique de ce point de vue-là. Donc, il n'y a qu'un cas de figure où c'est possible de faire la somme des courants max, c'est si les deux courants sont parfaitement en phase. C'est tout, c'est la seule condition. Évidemment, on ne peut pas s'appuyer là-dessus si on veut généraliser les cas, donc on ne pourra pas exprimer les valeurs max de cette façon-là. Il va falloir passer par la transformation des courants instantanés en courants complexes, en valeurs complexes, et à ce moment-là, on pourra faire effectivement nos calculs, puisque les complexes intègrent nativement les modules et les arguments. Modules, ce sont les valeurs max, et les arguments, ce sont les angles à l'origine. Donc on bascule sur le tableau. Voilà. Et donc on peut écrire ici que, non, c'est pas possible.
pas valable, sauf pour un cas, sauf pour phi I1 égale à phi I2. Voilà. C'est la seule condition pour que ça marche. Donc c'est pas recevable. Hein. Clairement, c'est pas recevable. Il va falloir basculer donc dans le monde des complexes. Donc avant de poursuivre sur les calculs sur les courants, on va rappeler rapidement les propriétés des complexes. Vous avez vu en maths. Donc on va généraliser. Hein. Z c'est un nombre complexe. Sa forme algébrique s'écrit sous la forme A plus JB. Alors en physique on utilise J et en maths vous utilisez I. C'est la même chose, hein, c'est un nombre complexe. A donc c'est la partie réelle, JB c'est la partie imaginaire. Et A et B sont des coefficients réels. Voilà. Cette forme-là, c'est une des formes possibles. Il y a une autre forme qui existe, qu'on appelle la forme exponentielle complexe. Donc, module de z, facteur d'exponentielle j phi z. Module de z, donc je vais écrire là, c'est le module. On va voir comment on passe du module à une forme, enfin, comment on fait pour passer d'une forme à l'autre, hein, c'est un peu l'objectif aussi. Phi z, c'est l'argument. Alors, comment fait-on pour passer de l'un à l'autre? Première possibilité, j'ai la forme algébrique et je veux aller vers la forme algébrique vers la forme exponentielle. Alors, le module. Donc, le module de z, en utilisant les termes que j'ai ici, ça représente la somme des carrés, racine carrée de la somme des carrés. Ensuite, l'argument de z, donc phi z, c'est l'arc tangente de B sur A. Voilà. Ça permet de passer de la forme algébrique vers la forme exponentielle. Deuxième possibilité, passer de la forme exponentielle vers la forme algébrique. Donc on aura z qui est égal au module que je multiplie par le cosinus phi z plus le module, alors j devant, sinus phi z. Ça en fait c'est A et là c'est B. Voilà. Ça permet de retrouver A et B à partir des modules et arguments. Ensuite, ce qui m'intéresse ici en l'occurrence, c'est de faire l'addition de deux grandeurs complexes. Donc imaginons qu'on a deux nombres complexes. Alors on va additionner les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble, ce qui me donne A1 plus A2 plus J facteur de B1 plus B2. Voilà. Et ça, c'est ce que je vais utiliser pour résoudre notre problème ici, pratiquement. Si on fait le produit, bon, on développe, enfin bref, ça c'est assez classique. Alors la représentation algébrique est idéale pour faire les sommes des grandeurs complexes. En revanche, s'il y avait un produit, on aurait Z1 multiplié par Z2, il est évident que là, ça va compliquer un peu les choses parce qu'il faudra multiplier ce terme-là par celui-ci, faire du développement, etc. Donc la forme exponentielle complexe est plus pratique. On pourrait très bien imaginer que Z1, en fait, c'est son module multiplié par J phi Z1 que je multiplie par le module de Z2 phi Z2. Et donc là, finalement, le produit s'écrit sous la forme multiplication des deux modules, facteur 2. Donc ici, on a deux exponentielles qui sont multipliées, et donc les termes qui sont ici s'additionnent. Donc ça me donne J phi Z1 plus phi Z2. Voilà. C'est plus pratique quand même d'utiliser la notation exponentielle si on fait des produits. Ou les divisions aussi, entre parenthèses. Et en revanche, quand il y a des sommes et des soustractions, on passera sur la forme algébrique. Revenons donc à l'exercice. Ici, on a une loi des nœuds qu'on avait écrit en temporel. Là, clairement, j'ai le droit maintenant d'écrire, alors si c'est sinusoïdal et si les deux signaux sont à la même fréquence, ça c'est important, j'ai le droit d'écrire que
I en forme complexe est égal à I1 plus I2. Et là, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors bien sûr, on va mettre les conditions. Si I1 et I2 sont sinus et à même fréquence. On l'a vu un peu précédemment déjà dans les autres vidéos. Ça, ce sont des propriétés qu'il faut absolument respecter si vous voulez que ça soit valable. Donc ici, I1, bon, on va rechercher sa forme algébrique. Alors le problème, c'est clairement, les représentations temporelles me permettent de trouver tout de suite la forme exponentielle complexe, et je n'ai pas la forme algébrique. Donc on sera dans le cas de figure, j'ai l'exponentielle, je vais basculer en forme algébrique. Donc là, on a I1 max, on l'a, c'est 40 milli, et on a phi 1. Alors pour l'instant, je vais l'écrire sous forme littérale, ce sera plus facile. I1 max, J phi 1, I2, alors là c'est un I2, c'est égal à I2 max, phi 2. On va l'écrire maintenant sous forme algébrique. Pareil pour I2. Voilà. Donc ensuite, il faut passer directement au calcul sous la forme numérique. On va faire l'application numérique dans la foulée. J'ai fait tous les calculs intermédiaires pour gagner du temps. À ce niveau-là, vous voyez, j'espère que vous voyez mon curseur, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc là, on a le passage sous forme algébrique pour I1, sous forme algébrique pour I2. J'ai calculé les valeurs numériques directement pour éviter d'avoir à gérer des racines et des puissances. Et ensuite, j'ai fait la somme des deux courants, on obtient ici la forme algébrique de I. Et puis ensuite, on calcule le module, on trouve 40 mA pour la valeur max, et on fait la même chose pour l'argument, et on trouve, pour l'angle à l'origine de I, on trouve moins 0,28 radians, ce qui représente à peu près moins 16 degrés. On peut exprimer alors la valeur instantanée du courant, et pour pouvoir vraiment vérifier que ça fonctionne, j'ai retracé I de t dans GeoGebra. Voilà. Donc là, vous avez à l'écran ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, j'ai réécrit l'expression du courant calculé, I calculé. Donc on retrouve 40 milli sinus 1000 pi t moins 0,28 radians. Si je le rends visible, on voit bien que ça se superpose avec un comme en bleu, ici. Vous voyez, je peux enlever, remettre. Voilà. Donc on a calculé notre valeur, cette fois en tenant compte des arguments et des modules, ce qui justifie l'utilisation des complexes. Bon courage pour la suite.